Le journal de l'Afrique, soyez les bienvenus dans l'actualité. L'attente toujours à Dakar au Sénégal. Le maire de la ville face au juge. Khalifa Sall est soupçonné de détournement de fonds publics, de faux et usage de faux. Ses avocats dénoncent un complot d'État. Quel avenir pour le Sahara occidental? L'émissaire de l'ONU démissionne. Il aura échoué à réconcilier le Maroc et le Front Polisario. Nous serons à New York dans un instant. Et puis notre coup de chapeau, lumière sur un entrepreneur qui change la vie des étudiants au Ghana. Il leur propose de suivre leurs cours sur leur mobile. Rencontre à la fin du journal. Khalifa Sall aura donc passé toute la journée au palais de justice de Dakar. Le maire de la capitale sénégalaise est entendu dans une affaire de détournement de fonds publics. On évoque la somme de 2,7 millions d'euros. Sarah Sako sur place. Et aucune information ne filtre pour l'instant sur une éventuelle inculpation du maire de Dakar par le juge. En tout cas, je peux vous dire ici que le dispositif sécuritaire a été renforcé. Des policiers bloquent en fait la rue qui donne sur la sortie du tribunal où je me trouve. Et les supporters de Khalifa Sall sont eux aussi présents. Ils étaient là dès 16h, heure de la convocation du maire. Ils sont toujours là, malgré la nuit qui est tombée sur Dakar. Certains portent des t-shirts où il est inscrit « Touche pas à mon maire ». Khalifa Sall, lui, est arrivé ici en boubou blanc, assis à l'arrière de sa voiture dans l'après-midi, voiture qui a été assaillie par ses partisans qui lui manifestaient donc sa sympathie. Je vous rappelle que le procureur a saisi le juge d'instruction au motif d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique et détournement de fonds. Selon le procureur, Khalifa Sall et ses collaborateurs sont soupçonnés d'avoir détourné 2,7 millions d'euros d'un fonds d'urgence alloué par l'État à la mairie de Dakar, mairie que Khalifa Sall dirige depuis 2009. Faut-il y voir une nouvelle impulsion ou la preuve d'un échec? Pendant 8 ans, un homme a tenté d'établir le dialogue entre le Maroc et le Front Polisario sur la question du Sahara occidental. L'émissaire de l'ONU, Christopher Ross, jette l'éponge. On verra pourquoi dans un instant. Mais d'abord, de quoi parle-t-on précisément? Ce territoire, donc, le Sahara occidental, est rarement évoqué dans les médias. Il est pourtant source de tensions depuis plus de 40 ans. Les explications de Laurent Bertsecher. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental tombe sous le contrôle du Maroc en 1975. Mais un mouvement politique armé conteste cette annexation. Le Polisario, qui dit représenter l'ethnie locale des Sahraouis, réclame l'indépendance. Le Maroc refuse et se lance en 1980 dans la construction d'un mur de défense, une imposante colonne de sable qui divise la région en deux. En 1991, les Nations Unies votent un cessez-le-feu et la création d'une force locale pour le maintien de la paix, la MINURSO. L'ONU demande également au Maroc d'organiser un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui. Impensable pour Rabat, qui propose de faire du Sahara occidental une région autonome, mais sous sa souveraineté. Depuis, les négociations sont au point mort. En janvier, un regain de tension avait alarmé la communauté internationale. Les deux camps avaient positionné leurs troupes à Guerguerat, zone frontalière contestée. Le Polisario accusait alors le Maroc d'avoir violé le cessez-le-feu en construisant une route au-delà de son mur de défense. L'armée marocaine s'était finalement retirée fin février, suite aux pressions d'Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l'ONU. Oui, et donc un homme était au cœur des négociations, Christopher Ross. Il a présenté sa démission au nouveau chef des Nations Unies. Un désaveu, comme nous l'explique à New York Céline Bruno. Christopher Ross n'a même pas attendu la fin de son mandat dans 20 jours seulement avant de présenter sa démission. Il faut dire qu'en 8 ans au poste d'émissaire spécial pour cette mission du Sahara occidental, eh bien, il ne sera pas parvenu à mettre autour de la table des négociations ni le Front Polisario, ni le Maroc. Pire que ça, le roi du Maroc clame haut et fort que Christopher Ross n'était pas partial dans sa mission, n'était pas impartial dans sa mission, qu'il favorisait le Front Polisario et donc aucune des initiatives de l'Américain n'était suivie. C'est un désaveu pour cet homme qui est un brillant diplomate, ancien ambassadeur américain à Damas ou encore à Alger. C'est un désaveu aussi pour l'ONU, pour l'institution qui n'arrive pas à venir à bout de ce conflit qui dure maintenant depuis 40 ans. Justement, Céline, que va-t-il se passer maintenant? Comment relancer la discussion?
Alors à la fin du mois de mars, eh bien, Antonio Guterres devrait nommer un nouvel émissaire pour le Sahara occidental. Alors selon certaines indiscrétions, il pourrait s'agir d'un Sud-Américain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la situation ne peut que s'améliorer. D'abord, Antonio Guterres connaît bien cette région du Sahara occidental. Il a visité en personne les camps de Layouné ou de Tindouf quand il était commissaire aux réfugiés. Et puis les Marocains ne lui prêtent pas de préférence pour un camp ou pour l'autre, comme c'était le cas de son prédécesseur Ban Ki-moon. Ban Ki-moon qui s'était attiré les foudres de Rabat en mentionnant l'occupation du Sahara occidental. Il y a donc une lueur d'espoir, une faible lueur d'espoir avec l'arrivée d'Antonio Guterres. Autre combat pour l'ONU, la Somalie. Une nouvelle fois, la famine menace. Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu sur place. Il est encore possible d'éviter le pire, a dit Antonio Guterres. Selon l'OMS, plus de 6 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence là-bas. C'est la moitié de la population en Somalie. En bref, en Côte d'Ivoire, vers un procès fleuve pour Simone Gbagbo, les premières audiences ont commencé il y a 10 mois maintenant, mais le fond de l'affaire, lui, n'a toujours pas été évoqué à la Cour. L'ancienne première dame est jugée pour son rôle présumé dans les violences post-électorales en 2010-2011. Une nouvelle audience a eu lieu ce mardi, elle n'a duré qu'une demi-heure en l'absence de l'accusé. Sur son compte Twitter, il dit vouloir changer le monde. Nous vous faisons découvrir à présent un entrepreneur, Adrien Bouillot. C'est un amoureux du Ghana. Il y a développé une application pour permettre aux étudiants de suivre des cours sans avoir Internet. Une bonne idée qui facilite la vie de beaucoup de personnes. Reportage de Caterina Vitozzi avec Arnaud Froger. Il y a 2 ans, Adrien Bouillot a quitté Paris pour le Ghana. Son travail l'a mené au cœur du système éducatif de son pays d'accueil. Ici, on est sur le campus de l'Université du Ghana. Donc, c'est la plus vieille université du Ghana, une université publique où il y a environ 30 à 40 000 étudiants. Et c'est ici qu'on a travaillé avec nos premiers clients. Fils de professeur, Adrien a toujours été attiré par l'éducation et les nouvelles technologies. Ici, 50% de la population possède un smartphone, mais l'accès à Internet reste très cher. Adrien a développé une application d'apprentissage sur mobile qui fonctionne même lorsque les étudiants ne sont pas connectés. Si vous n'avez pas de crédit pour avoir Internet, vous êtes coincé dans les transports pour venir à l'université pendant 1 heure, 2 heures tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de transport ici, vous pouvez ne pas perdre votre temps et à la place étudier, renseigner vos cours et répondre à des exercices. Plusieurs universités du Ghana ont déjà mis leurs cours sur cette application. Avec le temps, Adrien estime qu'elle permettra d'élargir l'accès aux études. L'idée étant qu'on aimerait motiver les universités à développer des filières de e-learning, c'est-à-dire des filières qui vont admettre de nouveaux étudiants et donc permettre à des personnes d'accéder plus facilement à l'université. Et ça marche. Les étudiants qui utilisent l'application ont vu leurs notes s'améliorer. Ça permet de gagner du temps et de l'argent. Si vous ne pouvez pas assister à un cours de langue, vous pouvez l'écouter sur l'application en rentrant à la maison. Chez le voisin ivoirien, plusieurs collèges ont déjà adopté l'application. Adrien espère qu'elle séduira d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Une dernière image depuis Madagascar. Antananarive en état d'alerte. Le cyclone tropical Enao s'approche de la capitale malgache. Il a déjà balayé le nord-est de l'île. Aucune information sur d'éventuelles victimes. Les premières images, vous les voyez, font état de routes inondées, de chutes d'arbres. Les rafales de vent ont atteint par endroits les 290 km/h. Voilà pour l'essentiel, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain sur France 24. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Révolution, guerre civile, la ville de Zintan a tout connu. Aujourd'hui, ces chefs de guerre veulent combattre les milices qui sèment le chaos en Libye. Allez, venez voir, je vais vous montrer le logo de notre brigade. Nous, on est des militaires, compris? Et vous ne verrez pas une seule milice au bord de la route. Dans un pays au bord du gouffre, les révolutionnaires sont prêts à pardonner aux kadhafistes. Tu veux savoir la vérité? La vie sous l'Ancien Régime, c'était mieux qu'aujourd'hui. Pourtant, en 2011, on a fait la révolution. On voulait changer les choses. On voulait le meilleur pour notre pays. 6 ans après sa révolution, l'avenir de la Libye n'a jamais été aussi incertain. Mais à Zintan, l'espoir d'un pays uni résiste au chaos. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.